Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre entre Metz et Montpellier, les Messins qui malheureusement n'ont pas réussi à enchaîner sur une nouvelle victoire, hein. C'est quand même embêtant, surtout que le match en plus avait été plutôt intéressant puisqu'on a réussi à mener au score quand même pendant pas mal de minutes durant la seconde période. Malheureusement, les Montpelliérains sont revenus dans le match et on n'a pas réussi à marquer ce but supplémentaire qui aurait pu nous permettre de repartir de notre cher Stade Symphorien avec les 3 points. Et donc on va un peu débriefer en détail ce match entre ces deux équipes. J'ai avec moi comme d'habitude Monsieur Grenat Forever. Comment vas-tu Grenat Forever? Bonsoir, monsieur Socket. Écoute, ça va, tout va bien. Ça va? Est-ce que tu es un petit peu, on va dire, dans des regrets par rapport à ce qui s'est passé on fait Oui, on fait le débrief le lendemain, hein, tu sais, donc on est un peu oui, à non, chaud, mais évidemment, un petit peu de regret vis-à-vis de la physionomie du match, mais bon, en fin de compte, avec du recul, ça reste un bon point de prix et un nul assez logique. Donc, tu as totalement raison. Avant de partir en détail sur ce débrief, quelques petites choses à rappeler. N'oubliez pas de nous mettre en commentaire votre top et flop. Avec Grenat Forever, nous allons faire notre top et flop à la fin de ce débrief. Donc dites-nous un peu aussi votre impression générale du match. Dans la description de la vidéo, comme d'habitude, toutes les parties du débrief seront regroupées, donc vous pouvez directement accéder à la partie qui vous intéresse le plus. Dernière petite chose, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Un grand merci à ceux et à celles qui se sont déjà abonnés ou qui vont s'abonner en écoutant ce débrief de la rencontre entre Metz et Montpellier. Grenat Forever, j'espère que tu es prêt. toujours. Toujours. Si tu veux bien, Grenat Forever, on va partir maintenant sur l'analyse tactique de ce match, les 11 des deux équipes, pour voir un peu ce que nous ont réservé les deux entraîneurs de ce match. Tout d'abord, du côté de Montpellier. On l'avait dit, Grenat Forever, notamment après le match, et aussi avant le match, mais cette équipe de Montpellier se cherche un peu tactiquement. On avait dit durant l'avant-match que Montpellier avait tenté des systèmes à 3 défenseurs, des fois des systèmes à 4 défenseurs, et donc se cherchait un peu. Aussi bien... en avant-match, on a vu donc effectivement cela, mais durant ce match contre Metz, cette équipe de Montpellier a même fini par changer un peu de tactique en cours de match parce que ils démarrent avec cette défense à 3, Congré, Eaton et Mendes. Ça a évolué par la suite de la rencontre. On est passé, je crois, à 4 à un moment donné. On sent comme une équipe qui elle est pas sûre de sa force tactique. C'est un peu ce qu'on avait, tu vois, effectivement dit en avant-match, hein. Ah, Michel Derzakarian est resté fidèle à son système à 5 derrière, qui n'a pas forcément donné satisfaction ces derniers temps. Sauf que là, dans ce système à 5, il a retrouvé quand même un milieu consistant parce que le match d'avant, il a un milieu à 3 où tu n'as ni Savanier ni Florent Mollet. Or, les deux ont fait leur retour hier, donc ça te change quand même beaucoup la vie. Et après, ouais, il s'est adapté, mais en grande partie, il change parce qu'il est mené au score. Il voit que ces deux premiers changements à la mi-temps n'apportent pas satisfaction. Il se dit qu'il doit tenter le tout pour le tout. Il fait sortir un latéral, il fait rentrer un attaquant et il a fini le match en 4-3-3. Ouais. Et bien il en a pris parce qu'on a vu que sur la fin de match, au final, on en parlera après, mais Montpellier était beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai que cette équipe de Montpellier offensivement a été amputée, on le sait notamment de Andy Delors qui n'était pas présent. Et c'est vrai que offensivement, ils ont leur système fait que il y avait quand même de la prudence, même si on va en parler après, mais il y a différentes périodes où ils ont quand même eu des temps forts, où ils ont pu se créer des occasions. En tout cas, sur le papier, au départ, cette équipe de Montpellier part effectivement avec un système avec 3 défenseurs centraux plus 2 latéraux, un de chaque côté. Côté FC Metz, Grenat Forever, évidemment, on s'était interrogé en avant-match sur quelques postes en particulier. Tout d'abord, le poste de latéral gauche. On avait dit que, Udol a joué le match contre Brest. Normalement, si les choses se passent comme ça doit se passer, 3 jours plus tard, le match contre Montpellier, on devrait avoir Thomas Delaine titulaire. Toujours avec cette idée que Mathieu Udol n'est pas forcément physiquement, on va dire, prêt peut-être pour enchaîner, tu vois, autant de matchs dans une courte période, c'est-à-dire jouer tous les 3 jours. Et dans ce cas-là, tu peux compter effectivement sur le retour de Thomas Delaine, qui était apparu déjà pour le match de Brest, qui lui aussi était un peu aussi, tu vois, affaibli, on peut dire, puisqu'il comme il revient lui aussi de blessure. Et donc, Thomas Delaine, titulaire effectivement, pour être piston gauche dans toujours ce système 3-4-3 hybride, 3-5-2 asymétrique, comme vous voulez.
Donc là, Grenade Forever, pas de surprise finalement sur le fait de voir Thomas Delaine titulaire à gauche. Hein. Non, aucune surprise. On savait que, en connaissant les antécédents de Mathieu Hudol, il aurait pas enchaîné 3 matchs en une semaine. Donc normal de voir Thomas Delaine, mais pour l'instant le débat est toujours ouvert entre les deux, hein, parce que là c'est plus, voilà, un peu par rapport aux blessures de l'un ou de l'autre. Donc on aura peut-être une réflexion qui se posera à leur sujet pour le match de dimanche. Ouais, parce que c'était un gros débat que l'on a avec Grenade Forever en off, de savoir. Alors, non seulement qui est le meilleur des deux, moi je pense avoir une réponse similaire à celle de Grenade Forever, mais la question c'est qu'est-ce que Metz effectivement a comme plan en termes de hiérarchie sur le poste de piston gauche, et ça. Et ben en fait, on n'est pas devin, et en plus, on n'est pas dans les petits papiers, dans les petits secrets, donc on peut pas trop savoir, tu vois, effectivement. Non, mais c'est ça, il n'y a pas. Sur le cas-là, il n'y a peut-être pas forcément que le sportif qui rentre en compte. Sinon, Ouais. si c'était que le sportif qui rentrait en compte et que les deux auraient un contrat de même durée, peut-être que là, le débat aurait déjà pris fin depuis assez bien belle lurette. Ou en tout cas, il aurait pu, voire même largement penché d'un côté que l'autre. Peut-être pas fini le débat, mais en tout cas, il aurait penché plus d'un côté que l'autre. C'est ça. Dans ce système à 5, évidemment. Évidemment, bien évidemment. Pour le reste, Grenade Forever, il y avait la question du milieu de terrain, notamment nos deux amis double pivot, parce que on sort du match contre Brest, effectivement, avec un milieu de terrain qui s'est encore plus révélé, à savoir Papé Matarsar, et puis un milieu de terrain qui s'est un petit peu planté. Victorien Angban, le Neymar d'Abidjan, comme vous le savez. Et on se disait, bizarrement, Grenade Forever a dit, mais avec le retour de Maïga, ça serait pas impossible que Monsieur Angban soit mis sur la touche et qu'on puisse avoir un duo Maïga-Sarr, ça serait comme assez incroyable sur le papier. Et ben c'est ce qui s'est passé parce que effectivement, tu vois l'annonce du 11 et tu vois donc Maïga associé à Sarr. Et là tu dis... non mais là c'est bon, les étoiles, les planètes sont alignées, tu vois. Là on a deux joueurs qui en plus savent jouer vers l'avant. Sarr, évidemment, l'a déjà prouvé lors des récents matchs. Maïga, on sait qu'il peut défendre et aussi jouer vers l'avant. Et on s'est dit, mais mince, on a maintenant deux milieux de terrain qui peuvent jouer vers l'avant, champagne, tu vois. Je pense que tu étais content aussi un peu de voir à l'essai, parce qu'on parle bien d'essai, ce double pivot au milieu de terrain. Très hypé par cette compo, ce double pivot, hein, qu'on espérait intimement en avant-match. Donc très content, il voit Frédéric Antonetti a pris ses responsabilités, il met quand même un Victorien Angban. Peu importe ses dernières performances, il le met sur le banc, et ça c'est quand même un choix fort, et pour mettre ni plus ni moins qu'un gamin de 18 ans. Donc c'est un choix fort. Très content d'avoir pu voir cette association des deux, on va en parler après, mais à la vue de la composition, on était très heureux. D'ailleurs, chose intéressante aussi, c'est que on est quand même sur une deuxième titularisation d'affilée dans une période de 3 jours. C'est-à-dire que même si Sarr étant un jeune joueur, il n'y a pas de peur de la part d'Antonetti de dire ouais, lui il peut jouer 3 jours plus tard, il peut jouer. Alors il est jeune forcément, mais tu vois, il y avait toujours l'aspect de griller un jeune joueur qui était dans l'esprit. Il dit non, lui il est sur un nuage, il faut en profiter. Et donc troisième titularisation d'affilée. Maïga avait raté. Oui, non, mais je parlais du fait je parlais de l'enchaînement je sais, mais je parlais, tu sais, du fait que il a joué dimanche, il joue 3 jours plus tard. Je parle du fait que tu vois l'instant très très court entre les deux matchs en fait. Je parlais de ça. Effectivement, c'est le troisième match d'affilée, mais c'est ça que je disais que physiquement parlant, il aurait pu se penser qu'il allait peut-être un peu, tu vois, le pousser peut-être un peu dans ses retranchements, dans ses limites, avec un match 3 jours après son dernier match, tu vois. C'est là que je mettais en avant cette petite remarque. Mais effectivement, assez hypé par ce milieu de terrain-là. Et puis donc pour le reste, Boulaya comme d'habitude, pas de surprise. On avait aussi maintenant une interrogation sur l'attaque pure, à savoir qui allait être l'avancante, qui allait être le faux ailier. Est-ce que ça allait être Lamine Gueye? Est-ce que ça allait être Fagner Diaz? Est-ce que ça allait être par exemple Yad? On n'avait pas de surprise sur le fait que Leia Iseka, compte tenu de sa suspension contre Brest, allait certainement jouer le match en attaque. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, la question c'était qui allait être l'ailier, et donc on a eu Yad qui a commencé le match. On va en parler après, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais choix a été fait. On se dit, ok, Yad, t'es rentré
plus qu'intéressant, plus qu'efficace dernièrement. Est-ce qu'on voit dans ça une récompense? En tout cas, le monsieur démarre titulaire. Frédéric Antonetti nous aura encore bien eu en conférence de presse. Il avait certifié que Papayade, c'était il faisait partie des 5 offensifs qui avaient très peu de chances de commencer un match en tant que titulaire parce qu'il lui manquait beaucoup de choses. Je reprends ces mots, j'invente rien, et au final, coup de poker, il nous le met titulaire. Ouais. Mais oui, c'est sa récompense pour ses dernières entrées tonitruantes, notamment celle de Lyon et celle contre Brest. Et j'ajouterais aussi peut-être que sa rentrée contre Montpellier lors de la phase aller a peut-être joué aussi sur le fait qu'il se dit je sais qu'il a embêté Montpellier lors de ce match aller quand il est rentré en jeu. Peut-être que ça vaut le coup de le mettre, tu vois. Et il profite aussi de la mauvaise passe. Ça relativisé, mais de Lamine Gueye qui est un petit peu en ce moment il a un petit coup de mou. Donc voilà. Ouais. Il y a aussi ça qui fait. Même si on va quand même en parler de cette histoire de Gueye ou de Yad, parce que c'est un débat, on va l'aborder quand même dans ce débrief, bien sûr. Donc là, on a fait le tour, Grenade Forever, je dirais, de l'aspect collectif de la chose. Je rappelle une chose qui était déjà dit durant l'avant-match, mais Kouyaté revient de suspension, et donc on l'a pas mentionné là, mais bon, vous doutez bien que Kouyaté qui revient de suspension fait forcément la défense à 3 avec Braun et John Boy, son 11 évidemment aussi en tant que piston droit. C'était des évidences dont on l'a pas développé effectivement dans cette analyse du 11 côté FC Metz. Maintenant, Grenade Forever, partons dans le match en lui-même, parce que ce match... on a vu quand même très rapidement qu'il y avait un petit parfum, Grenade Forever. Je me suis dit, mais ça ressemble un petit peu bizarrement à un match qu'on a eu il y a de cela quelques jours, un certain match contre Lyon, dans le sens où on se retrouve avec deux équipes qui finalement, en fait, elles n'ont pas peur d'attaquer. Et d'ailleurs, Metz, parlons-en, Metz, dès le début du match, n'a pas peur de jouer vers l'avant, avec... ce qu'on disait déjà, ces histoires de milieu de terrain qui, cette fois-ci, les deux milieux de terrain n'ont pas peur de jouer vers l'avant. On voit facilement que un Sarr prend la balle, il commence à partir, à transpercer le milieu de terrain, décaler notamment sur le côté gauche pour Thomas Delaine, qui va avoir quand même quelques centres en première mi-temps. Ou alors d'avoir Maïga qui, quand il a la balle au pied, décide de jouer pas devant sur un jeu long, directement sur les attaquants. Cette première mi-temps qu'on a fait avant, on a un peu parlé de cela, en off, quand il y a eu la mi-temps de ce match. La première mi-temps, c'est un peu le premier quart d'heure. Metz semble avoir plus d'impact dans le jeu offensif que son adversaire. On a un petit creux pendant un quart d'heure durant cette première mi-temps-là par la suite, donc on va dire entre la 15e et la 30e. Et après la fin de première mi-temps, et là par contre à l'avantage du FC Metz, j'ai relevé qu'entre la 41e et la 45e minute de jeu, on a 3 actions concrètes pour le FC Metz, tu vois. Donc on est sur une mi-temps qui est à majorité dominée par le FC Metz. Par contre, ça montre très très bien dans cette première mi-temps que les deux équipes, en fait, veulent avoir leur temps fort et essayent d'utiliser leur temps fort pour vraiment faire mal à l'adversaire dans le jeu offensif notamment. Non, mais c'était une première mi-temps assez agréable à regarder et assez ouverte. C'est vrai. Des fois, on se plaignait de voir souvent des premières mi-temps messines où le FC Metz a du mal à se créer des occasions. Ils ont peut-être 1 à 2 occasions maxi dans le match parce qu'on laisse beaucoup le ballon à l'adversaire. Là, même en laissant le ballon à l'adversaire pendant nos temps faibles, on a quand même cherché à se créer des occasions et à aller vers l'avant coûte que coûte en fait. Alors il y a encore des imprécisions, bien sûr, au niveau technique, mais que ça soit Issa ou Maïga, ils essayaient quand un des deux voulait aller vers l'avant pour accompagner, ça accompagnait. Donc j'étais agréablement surpris quand même de voir ça. Parce qu'en plus, il y a l'impulsion des latéraux, des pistons, notamment Thomas Delaine, qui a eu quand même beaucoup, d'accélération sur le côté gauche menant à des centres venant de sa part. En première mi-temps, t'avais quand même pas mal de joueurs offensifs côté Messin qui n'hésitaient pas à aller vers l'avant. Je dis ça parce que, tu vois, si on compare par exemple à la première mi-temps du match contre Brest, où là on a seulement 3 joueurs qui attaquent et le reste qui est en retrait et un peu méfiant vis-à-vis de l'adversaire, là, même si
et chose importante, Brest était à un moment où on l'affrontait, évidemment une très très bonne attaque de Ligue 1. On l'a dit en avant-match, Montpellier était une très bonne attaque de Ligue 1 aussi à ce moment-là. Automatiquement, tu te dis que si on calcule les deux matchs, on devrait peut-être être autant apuré que lors du match contre Brest. Et là, finalement, tu vois que la première mi-temps, bah, t'es absolument pas méfiant comme le match contre Brest, tu vois. Et c'est vraiment, comme tu dis, c'est très agréable de voir cet élan de joueurs qui n'hésitent pas à aller vers l'avant, porter le danger sur le but montpellierin. Bah, après, tu joues peut-être, t'es peut-être un peu plus libéré aussi dans les têtes avec les derniers résultats, là, un peu cette confortabilité que tu as un peu au classement. Donc, bah, qui dit jouer libéré, bah, donc tu essayes de prendre un peu plus de risques et ça se ressent ça se ressent chez les joueurs. Hein. Ouais, ça se ressent dans les joueurs. Alors après, évidemment, on va quand même noter que cette première mi-temps n'a malheureusement pas abouti à un but, alors des deux côtés, hein, bien sûr. Donc c'est vrai que on est sur une bonne impression visuelle. Il y a quand même ce manque de réalisme, hein, parce que la première mi-temps, pour information, les deux équipes sont à peu près à 7 tirs, je crois, dans cette période-là. Metz cadre plus de tirs que Montpellier. 5 tirs cadrés par rapport à 2 tirs montpellierin. Chose aussi intéressante, c'est que la possession de balle, et ça c'est un truc intéressant, mais la possession de balle est quand même assez équilibrée, tu vois, entre les deux équipes. Là où, historiquement, Metz laisse très largement la possession de balle à l'adversaire quand l'adversaire est une équipe offensive. Je vous invite bien sûr à vous référencer, notamment dans le match contre Brest. Hein. Bien sûr, vous pouvez voir que c'est pas non plus l'équilibre à ce niveau-là, mais en tout cas, match ouvert, et on se dit, la deuxième mi-temps, elle va être assez intéressante, notamment peut-être avec l'apport de rentrants pour voir ce que ça allait donner. La deuxième mi-temps, Grenade Forever, il fallait évidemment pas être en retard, hein, pour revenir devant l'écran, parce que 47e minute de jeu, on va débriefer après les buts, hein, mais donc effectivement ce but de Matarsar qui, donc déjà le fait que Matarsar mette un but, évidemment, a créé une vague d'émotions fortes chez beaucoup de supporters, parce que voir ce jeune effectivement encore claquer un but, après le but il y a cela 3 jours contre Brest, forcément crée une émotion particulière. En plus, gros coup au moral des Montpellierins, juste à la reprise, ce qui d'ailleurs fait penser au match de Brest, parce que Brest, tu sais, fait pareil quasiment. Ils prennent un avantage au score. Il y avait certes un partout à la mi-temps, mais ils prennent un avantage au score aussi à la 47e minute de jeu contre nous il y a 3 jours. Et où tu te dis, ça peut nous mettre à terre ce deuxième but de Brest. Comme nous, là, face à Montpellier, ce but-là pouvait les mettre à terre, tu vois, mentalement. D'autant que leur situation, en plus, comme on l'a expliqué en avant-match, est quand même compliquée depuis à peu près 8 matchs. Et là, c'est vrai que nous, forcément, ça nous rassure. Et en plus, on sent que on reste sur cette fin de première mi-temps qui est quand même très satisfaisante. Bah, tu dis, en fait, c'est presque mérité qu'on le mette, tu vois. Un peu le sentiment là au final qui domine, non? Oh, bah, tu rentres, ouais, tu es sur la continuité des 10 dernières minutes de la première mi-temps. Tu rentres quand même très bien en deuxième mi-temps. Et t'es logiquement récompensé et assez vite dans le match en plus, enfin assez vite en début de deuxième mi-temps, donc rien de mieux entre guillemets. On pouvait après du coup être peut-être un peu plus serein quant à la suite des événements, au moment là où on marque. C'est vrai. Il y a quand même un événement important qu'il faut signaler, c'est notamment en termes de changement, puisqu'il y a des changements qui sont pratiqués notamment à la 53e minute de jeu, donc on est 6 minutes après l'ouverture du score côté messin, sortie de John Boy qui, on va dire, a eu un petit excès d'agressivité qui pouvait laisser craindre le pire, surtout après avoir reçu son carton jaune, et effectivement qui est remplacé par Mamadou Fofana. Pareil pour Leia Iseka, qui a aussi un petit peu perdu voilà, le sens de la gestion de son agressivité en première mi-temps, et qui est remplacé par Thierry Ambrose. Crainte aussi chez beaucoup de supporters de voir Fofana qui n'a pas forcément la même efficacité défensive que Monsieur John Boy. Je dis ça qu'on a faveur parce que on l'étudiera après, mais c'est vrai que ce deuxième but en plus vient du côté de Fofana. Il vient du côté de Fofana, ce but montpellierin, ce but égalisateur qui, là pour le coup,
but qui vient à la 70e, qui nous remet sur terre. Mais un gros coup de pied, tu vois, ou disant paf, tu restes sur terre, toi tu Ouais, bouges plus, parce tu vois. qu'on s'y attendait pas forcément. Montpellier, avant le but, ils sont pas foncièrement dangereux. Je sais même pas s'ils ont une action vraiment dangereuse Des tirs avant bloqués. ce. Il y a des tirs bloqués, tu sais, il y a un tir bloqué, je crois, de Kouyaté qui bloque un tir. Ouais, parce que putain, le nombre de Pas... frappes où Montpellier a tiré hors de la surface et que Metz a bloqué, c'est un peu le changement et agréablement surpris. C'est que là, les mecs étaient devant, quoi. Ils étaient à la tombée du ballon et au deuxième ballon. Hmm. Après, il y a des coups de pied arrêtés aussi, coups francs, je crois, de Mollet, tu sais, sur Mais, le côté gauche de Metz, mais c'est un oui, peu dangereux. Boy a été, il était pas dans, il était pas dans son match hier. Puis c'est la première fois que quand les trois sont alignés, un des trois ne joue pas 90 minutes. Donc ça joue aussi. C'est la première fois qu'un sort. Fofana, il fait quand même un match plutôt correct, hein, il faut le dire, contre Brest. Donc moi, sa rentrée, ça m'a pas forcément fait peur parce que il avait été intéressant dans ce rôle de défenseur central gauche contre Brest. Mais bon, c'était pas John Boy. C'est clair. La complémentarité des trois, malheureusement, quand tu rentres comme ça à la 50e, retrouver tout de suite cette complémentarité. Surtout que voilà, là c'était avec Kouyaté, donc c'était la première fois qu'on avait Fofana, Fofana Kouyaté Brown, je crois. Oui, je crois que quand je... Oui, bah, je pense, oui. Non, on l'avait Non. eu à Strasbourg dans le derby, mais. Mais pas avec... On l'a vu à Strasbourg dans le derby, pardon. Ah oui, si, ouais, effectivement. Ah oui, ça va, ouais. Et voilà, Mais c'est vrai que c'est ce côté gauche, quoi, t'es un peu inquiété, quoi. donc t'étais un peu, ouais, voilà, t'étais un peu inquiété. Avec en plus le fait que c'était le côté de Thomas Delaine et que tu sais que Et comme Delaine, ouais. Tu sais que John Boy peut couvrir Delaine, mais est-ce que Fofana peut couvrir le côté de Delaine, ça? Et voilà, donc et ça c'est un peu ressenti parce que bizarrement, d'un coup, Thomas Delaine a été moins offensif, bon, dû aussi au fait qu'il s'est pris une béquille à un moment donné. Donc, Ouais, qui aboutit notamment à son changement qui aura lieu beaucoup plus tard, qui aura lieu, j'ai noté quoi, 9 minutes après le but Montpellierin, 79e, effectivement, changement et Delaine sortira, remplacé par Mathieu Hudol. Et donc, Metz, effectivement, qui va quand même essayer d'utiliser notamment les rentrants, hein, les rentrants comme Thierry Ambrose. Il faut noter aussi qu'il y a les rentrées, donc j'ai dit de Mathieu Hudol pour Thomas Delaine, pas forcément le même profil, notamment offensif, même si Hudol a eu des opportunités, notamment une tête qui est passée juste à côté, mais il avait bien réussi ici à s'infiltrer dans la surface en passant devant les joueurs montpelliérains. Malheureusement, il n'a pas pu effectivement permettre à Metz de prendre l'avantage. Et aussi Warren Chipembe qui a remplacé Pape Matar à la 79e. Et donc, on se disait, c'était un peu pas évident. T'as la rentrée de Gay, alors je ne l'ai pas mentionné, mais à la 66e par rapport à Yad, où là, effectivement, cet ensemble de joueurs qui rentrent, tu n'as pas l'impulsion des rentrants que tu ressens dans la fin de match contre Nice, que tu ressens également dans le match contre Brest, contre Brest, c'est ça, contre Brest, contre Lyon aussi, effectivement, parce que là, tu te rends compte que ceux que tu fais rentrer sont pas des impact players comme on peut s'y attendre, et t'en viens même à te demander finalement. Ok, c'est un petit sentiment de regret de te dire que peut-être que tu as un peu loupé comment dire, le choix de tes joueurs rentrants et finalement était un problème avant même le début du match. Il était un problème quand tu as fait ton 11 de départ. C'est simple. L'autre match où on va dire que les rentrants, mais là on avait gagné, c'est contre Nantes, où on trouvait que les rentrants n'avaient pas forcément non plus apporté en deuxième mi-temps, même si Boulaya met un but en contre à la fin. Les deux rentrants contre Nantes, c'est aussi Ambrose et Lamine Gueye. Ouais, pour le coup, ouais. Mais... C'est aussi un lien de cause à effet. C'est voilà, quand les deux là rentrent, est-ce que voilà, au jour d'aujourd'hui, en fait, on a des joueurs qui sont qu'il faut laisser un peu à la Bounassar, en fait, à l'époque d'Albert Cartier. Des mecs, des impact players. Même s'ils méritent, au vu de leur qualité et de leur performance quand ils rentrent, d'être titulaires, il faut les laisser en sortie de banc. Parce qu'ils ont des caractéristiques qui fait que Metz, le jeu, c'est d'essorer physiquement l'adversaire. Et ces joueurs-là sont capables après de finir le travail. Tu sens bien Grenat Forever, notamment dans la fin de match, Lamine Gueye, qui est dans
quelques situations de 1v1 ou 1v2 contre des défenseurs adverses, tu te dis que si c'est pas Lamine Gueye qui est sur le terrain à ce moment-là, mais que c'est Yad qui rentre en jeu, tu te dis que potentiellement avec l'explosivité qu'a Yad, surtout l'explosivité de Yad notamment qu'on a vu au match aller contre Montpellier, qui là rentre en fin de match et carrément éclate la défense de Montpellier et en plus est décisif durant son entrée en jeu. Et tu dis, c'est vrai que s'il est à la place de Gueye à ce moment-là, peut-être qu'il y a notamment ces actions de fin qui se terminent pas pareil. Tu sais, il y a notamment ce 1v1 où t'as presque l'impression que Gueye il manque l'explosivité, tu sais, pour y aller, pour le dribbler, pour frapper et cadrer une frappe, tu vois. Voir mettre le deuxième but. Donc c'est vrai que les rentrants de la deuxième mi-temps, tu sens le gros décalage par rapport au match il y a 3 jours. Il n'y a pas eu, ça a été relevé par certains, la rentrée de Wagner Diaz. On était un peu sur le même avis et je pense que finalement tout le monde s'est fait à l'idée que probablement qu'il n'a pas voulu lui faire enchaîner un match, pas voulu en faire enchaîner un match 3 jours après. Physiquement, il n'est pas encore au point. Je pense que ça a été reconnu par tout le monde, y compris par Frédéric Antonetti. Et donc forcément, se dire que on va peut-être lui laisser plutôt du temps de jeu lors du match du week-end contre Saint-Etienne, titulaire ou pas titulaire, mais en tout cas, pas le griller physiquement alors qu'il essaye de revenir à son niveau physique d'il y a plus d'1 an, quoi. Pour moi, c'est clair et net, il n'y a même pas de débat là-dessus. S'il n'y avait pas de match, si ce match n'est pas en semaine et que c'est dimanche, il est quasiment certain à 100% que c'est Wagner qui rentre soit au profit de Ambrose, soit au profit de Lamine Gueye. Il n'y a même pas de débat là-dessus, vu ce que Antonetti nous a dit en conférence de presse sur le fait que physiquement, voilà, il faut le protéger. Ouais. Donc je n'en veux pas, c'est sûr, tout le monde aurait préféré le voir, je pense que tout le monde l'a dit. Mais bon, si c'est surtout pour voir à long terme, voilà, donc ça me dérange pas. Je l'accepte et je pense qu'effectivement, il n'y a pas de débat là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Metz donc, ne va pas réussir à marquer ce deuxième but. Et donc le match va se terminer sur ce score de 1 partout, avec, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Grenade Forever, ce petit sentiment de regret, de se dire, on a eu des temps forts, mais on n'a pas su notamment exploiter, tu sais... entièrement notamment je dirais la fin de match, parce qu'à la fin de match on sent que on fait peut-être plus mal que les Montpelliérains, tu sais, voilà, mais malheureusement les éléments sur le terrain ne permettent pas de vraiment exploiter ce temps fort, tu sais, à fond et de finalement de renverser le match en notre faveur comme on a pu le faire contre Brest ou contre Nice, comme je dis, ou contre Lyon. Donc un petit regret quand même, hein. T'as des regrets, mais Montpellier, en fait, la fin de match était assez ouverte, ça allait d'un but à l'autre, et ça aurait pu tourner en leur faveur comme en notre faveur. Même si on a plus d'occasions franches qu'eux, mais eux, ils ont beaucoup quand même de coups de pied arrêtés sur les 10 dernières minutes. Ah ouais, c'était long ça. De corner, toujours tiré par Mollet, toujours super bien tiré en plus, donc... Ouais. Ouais, la défense Messine a un peu tremblé quand même sur le coup de pied arrêté. Les coups de pied arrêtés ont tremblé un peu parce qu'Alexandre Oukidja, je sais pas, je l'ai trouvé encore une fois aujourd'hui. Pardon. Le match d'hier, j'ai trouvé encore un petit peu. Il dégageait pas sa sérénité habituelle. Ça fait 2 matchs que je trouve qu'il est un peu moins serein. Capable de faire des arrêts décisifs comme il le fait, je crois, à un moment donné en première mi-temps. Tu sais, il fait un arrêt au sol qui est vraiment très très important. Mais effectivement, une petite fébrilité. Alors, est-ce que c'est la conséquence de ce qui s'est passé contre Brest ? Même s'il y a quand même eu la victoire au final, même si derrière on a vu qu'il y avait des arrêts décisifs après, notamment sa bourde contre Brest. Mais tu sais pas si ça peut-être jouer un rôle, tu vois, sur où genre il va peut-être plus vouloir aller trop à fond. Enfin, en tout cas, ça a surveillé parce que c'est vrai que sa perf elle est un peu bizarre sur ce match à Oukidja, qui au final, on expliquera après dans le schéma du but encaissé. Fait pas d'erreur sur le but encaissé, hein. Je pense qu'il y a d'autres personnes que l'on peut plutôt incriminer, mais en tout cas c'est vrai qu'on sent pas cette sérénité, notamment sur la fin de match. En tout cas, ce qui est sûr Grenade Forever, c'est qu'effectivement Metz ne peut obtenir mieux que le match nul et a des petits regrets de ne pas avoir mis ce deuxième but. On regarde vite fait Grenade Forever au niveau des buts marqués, donc les 2 buts du match, pour qu'on puisse un peu comprendre ce qui s'est passé sur ces différents buts. Donc tout d'abord le premier but, à savoir le but des Messins, remise
Donc on est, je rappelle, en deuxième mi-temps, 47e minute de jeu. La balle est remise à monsieur Fabulous Fab 111 sur le côté droit de Metz. Hein. On est à l'entrée de la surface côté droit de la surface de réparation côté Montpellier. Et donc 111 centre. D'ailleurs, petite chose importante, mais sur ce centre quand même de 111, on relève 4 joueurs messins dans la surface de réparation. Ce qui est à nouveau en lien avec ce que l'on avait dit et qu'on avait dénoncé lors du match contre Brest, à savoir ce manque d'accompagnement offensif. Là, vous voyez sur l'image que vous avez, Leia Iseka, Yad, Thomas Delaine et un peu plus en retrait vers le bas, Boulaya dans la surface de réparation. Et il y a les deux milieux de terrain pivots qui sont quand même assez bien montés, à savoir Sarr et Maïga, qui sont là, on ne sait jamais, pour éventuellement reprendre une balle si jamais on lui donne. Ça va évidemment avoir une importance pour monsieur Papé Matar Sarr, puisque le centre est donc fait par 111. Ça arrive dans les papates de monsieur Yad qui réussit à justement bien temporiser pour faire une passe en retrait, puisqu'il le voit pas être forcément bien marqué par notamment, je crois que c'est Mollet, qui est pas très loin de Papé Matar Sarr. Et donc Yad donne la balle à... Alors la passe c'est pas non plus extraordinaire, hein, la passe de Yad, et Papé Matar Sarr qui nous la prend, et cette balle qui nous la met avec notamment le rebond, parce que le terrain est mouillé, on rappelle qu'il a plu durant cette rencontre, donc avec les petits rebonds ça aide forcément à propulser la balle un peu plus rapidement, tu vois, au sol, et donc oui, malheureusement pour Montpellier, ce but là qui finalement, Grenade Forever révèle, bon, une fois de plus, une des qualités de Sarr qui est les frappes de loin. Je rappelle quand même que même si la frappe elle est déviée, il tire quand même pas non plus proche du but quand il met son but face à Brest. Hein, n'oublions pas. Il a déjà prouvé aussi lors de ses précédents matchs qu'il frappait assez aisément dans l'idée de frapper de loin. Hein, donc il est toujours dans cette idée-là. Il dit si je peux y aller, je la tente. Je ne vais pas forcément attendre de rentrer dans la surface pour marquer ou pour tirer au but. Et donc on a cette confiance-là, et surtout, c'est là où je veux insister, enfin, les milieux de terrain qui peuvent accompagner une action, qui n'hésitent pas à monter, et en plus qui sont décisives vraiment même. Et donc Sarr l'est. Finalement, c'est quand tu vois ça, Grenade Forever, tu te dis, ouais, vous avez compris en fait les erreurs du match de Brest, de la première mi-temps contre Brest. Bah ouais, bizarrement, quand vous accompagnez les actions offensives, ça va beaucoup mieux, tu vois. Ce groupe fait preuve de maturité et sait corriger ses erreurs de match en match. On le voit encore sur cet élément. On a vu que contre Brest, c'est ce qui manquait un peu d'apport de notre double pivot, parce que les latéraux apportent beaucoup, nos trois de devant, mais quand t'attaques à 5, c'est tout de suite plus facile de te créer des occasions. Et je trouve que c'est le match d'ailleurs à domicile depuis la reprise où on se crée le plus d'occasions. Il n'y a pas photo. Hein. Contre Nantes, on n'en avait pas eu beaucoup. Contre Nice et Bordeaux, quasiment pas. Là, contre Montpellier, on a eu quand même... jeté 15 tirs en tout, hein, pour 6 tirs cadrés. T'as 15 tirs et t'as quand même au moins 5-6 occasions franches. Hein. Ouais, t'as 6 tirs cadrés en tout. Donc, en tout cas, c'est vrai que ce but, ce que je voulais un peu vous montrer à travers ce but, cette analyse du but, c'est le symbole. Le symbole de quand les milieux n'ont pas peur de monter, hein, parce que certains ont peur de monter, quand les milieux n'ont pas peur de monter, forcément... ça a offensivement une plus-value importante et vous menacez l'adversaire, quoi. Et ça, effectivement, je trouve que c'est un vrai symbole. C'est pour ça que j'ai voulu vous montrer ce premier but du match, donc le but du FC Metz. Maintenant, Grenade Forever, passons par le négatif, évidemment, le but de nos amis montpelliérains, qui donc, je disais, Grenade Forever sur notamment la sortie de John Boy, qui avait pour moi un rôle important, puisque quand vous regardez notamment cette action, l'un des premiers moments clés, c'est quand Fofana est au contact du joueur montpelliérain sur le côté droit, et en fait, je sais pas si un John Boy serait rentré dedans, tu vois, mais t'as senti que Fofana, il a voulu l'accompagner, il a pas osé intervenir vraiment sur lui, tu vois.
Et c'est peut-être ce petit manque, tu vois, d'agressivité. Alors c'est vrai que bon, Boy avait un carton jaune donc il pouvait peut-être même pas faire. Finalement, si on fait un peu de science-fiction, tu sais, il aurait peut-être même pas pu faire d'intervention physique, tu vois. Mais tu te dis que peut-être qu'un défenseur un peu plus viril, agressif, rentrant sans la menace d'un carton jaune aurait pu, tu vois, peut-être rentrer dans le Montpellierin. Et ça que Fofana l'accompagne un peu. Et c'est vrai que malheureusement, là où c'est problématique, c'est que derrière, la balle va revenir notamment à. Alors c'est le numéro 2 côté Montpellierin, le numéro 2 Grenade Forever, si je me trompe pas. Attends, est-ce que c'est le numéro 2 Montpellierin? C'est Arnaud Souquet. Ça doit être Arnaud. Oui, c'est Arnaud Souquet. Arnaud Souquet qui rentre en jeu. Et tu vois que Delaine est malheureusement en retard par rapport à Souquet. Et ça. Tu vois, il est légèrement en retard à ce moment-là, ce qui fait que Souquet peut servir de point d'appui pour le Montpellierin qui est au contact de Fofana, tu vois. Ouais, Ouais. non, mais c'est ça. Puis après, bah, la suite de l'action est un peu gaguesque, hein, parce que il y a un peu un sorte de 1-2 entre Laborde et puis bah, Delaine. Alors, juste avant ça, il faut noter ce que pas beaucoup de gens le relevaient non plus. Il y a surtout une intervention ratée de Kouyaté, qui tente, tu sais, de prendre d'aller au contact de la balle avec Arnaud Souquet. Et malheureusement, tu sais, il veut stopper la course de Souquet. Malheureusement, Kouyaté tombe au sol et la balle continue en fait sa course un peu plus en profondeur dans la surface de réparation. Et c'est là où effectivement Laborde la touche, mais derrière Delaine effectivement tente de la stopper, mais en fait ne fait que la prolonger. Et Laborde, un peu comme une passe décisive de Thomas Delaine, Laborde derrière intérieur du pied et bat sur sa droite Alexandre Oukidja dans ce moment effectivement un peu, enfin dans ce moment fort en fait des Montpellierins depuis, tu vois, l'heure de jeu à peu près. C'est vrai que effectivement j'avais relevé, je crois que c'était Benjamin Garnet, tu sais, Grenade Forever qui le disait sur Twitter, le fait que on avait l'impression effectivement que Metz, voilà, de fait de son système, peut subir beaucoup plus d'occasions dans la surface de réparation. C'est vrai qu'historiquement, la surface de réparation était un peu devenue comme notre forteresse parce que on prend notamment le match, tu sais, contre Lens, ou tu sais, même le match aller contre Montpellier, tu sais, que les Montpelliérains qui s'entraient comme des dingues dans la surface pour tenter de trouver leur attaquant, et en fait, ils n'arrivaient pas à trouver leur attaquant parce que on avait nos défenseurs présents. Là, c'est vrai que d'avoir un peu cette perméabilité de la défense messine dans sa propre surface, ça fait un peu mal quand même, hein, c'est... Tu vois. Parce qu'au final, c'est un peu un but casquette avec Fofana qui manque d'agressivité, Kouyaté qui malheureusement n'a pas l'avantage de son intervention, et derrière Delaine qui prolonge volontairement la balle pour Laborde qui met le but. Là, c'est un petit peu. Ouais, un petit peu un but. Ouais, t'as raison, but casquette au final. Hein. C'est un but casquette, ouais. Il y a un petit peu des. Ça se joue sur des détails à tous les niveaux et on se prend ce but qui nous fait redescendre un peu sur terre. Parce que t'étais assez bien. Tu pourrais dire que tu gérais assez bien le match. Tu gérais bien le match jusqu'à la 70e et après voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Alors après, c'est vrai que je sais pas si comment dire, ça reste quand même exceptionnel de prendre récemment un but de la sorte dans la surface de réparation quand tu sais que Metz est une équipe qui j'avais vu ça justement ce que j'avais cherché par rapport à ce que disait Benjamin sur le sujet, mais c'est quand même l'une des équipes qui oblige le plus ses adversaires à tirer de loin. Tu vois, genre en moyenne, un tir que subit le FC Metz, il est tiré à 16 mètres du but. Donc un but de la board dans la surface de réparation comme cela a été, c'est un petit peu, je dirais, un petit peu exceptionnel sur la période récente, tu vois. Donc c'est pas forcément une illustration d'un problème à Metz, je pense, tu vois, le but concédé. Maintenant, c'est vrai que bon, ouais, un enchaînement de mauvaises choses qui malheureusement conduit à ce but de Montpellier. On va passer maintenant, Grenade Forever, au top et flop. Et donc, on vous invite à ceux qui nous écoutez, bien sûr, de nous dire votre top et flop en commentaire pour qu'on puisse un peu parler de ce sujet piquant. Sujet piquant, numéro 1, Grenade Forever, je dirais le flop. Quel est ton flop pour ce match Iseka. C'est bizarre, j'ai la même chose que toi. C'est curieux, hein. Iseka, parce que peut-être qu'il y en a qui vont dire Riyad parce qu'il a pas machin, mais
Yad, ça reste quelqu'un qui est très jeune et qui doit gagner encore en maturité. Donc, il a des circonstances atténuantes, alors qu'un mec comme Aaron Iseka, il est prêté. On était quand même resté sur 2 bonnes performances, voilà, contre Lyon et contre Nantes, hein, où il met 2 buts. Mais, Mais voilà, dans le jeu, mais le contenu. Et voilà, on s'attendait du coup à mieux dans le contenu, surtout qu'il était suspendu. Mais là, hier, on l'a senti, c'est même pas qu'il a eu du mal à se créer des occasions, c'est que dès le début de match, on l'a senti nerveux. Très nerveux, faire des fautes assez bêtes qui du coup le sortent du match. Et j'ai pas compris en fait C'est pourquoi clair. il était si nerveux. Peut-être sa nouvelle coupe de cheveux. Je sais pas, est-ce qu'il s'est mis la pression parce qu'il vient de marquer 2 buts, que Antonetti du coup a confiance en lui? Je sais pas, mais hier, du coup, c'est pas ce qu'on attend de un mec qui est prêté s'il a envie vraiment d'avoir sa chance que Metz le prolonge. C'est pas ses performances d'hier que moi qui m'ont convaincu, donc je sais pas trop sur quel pied danser avec lui. D'une semaine à l'autre, mon jugement en fait varie quoi, au gré de ses performances. Je vous l'avais dit, hein, encore une fois, je l'ai dit dans le débrief du match contre Nantes, je l'ai expliqué dans le match contre Brest. Je vous avais dit une chose, certes, Leia Iseka marque contre Lyon, marque contre Nantes, mais il y a un souci, c'est que ses performances en termes de contenu, et ça c'est un truc qui a été répété par Antonetti, il a dit, c'est sûr que je veux avoir des mecs qui marquent des buts, mais il faut pas oublier le contenu non plus. Il faut pas l'oublier. Et le problème, c'est que c'est ce que je disais déjà, c'est que Leia Iseka est quelqu'un qui pour l'instant dans le contenu n'est pas à la hauteur euh, de ce que l'on attend de lui, tu vois. Tu peux pas faire comme il a fait sur ce match, encore une fois, un match où il ne tire que 0 fois au but. Il a tiré 0 fois au but. Et comme j'ai expliqué, notamment chez nos amis de Engrenage, quand on a parlé notamment, on avait comparé par rapport à ce qu'avait fait Ambrose lors du match contre Brest, Leia Iseka a tiré 4 fois au but, d'accord, durant les 4 premiers matchs de l'année 2021. Vous vous rendez compte 2 secondes quand même. C'est-à-dire que voilà, le contenu n'est pas là. Et moi, ouais, je suis comme toi. Dans le contenu, Leia Iseka m'a plutôt déçu. Et il est sorti à la 52e minute de jeu. Je dirais que c'est une sortie plus que logique, quoi. Pour un joueur qui n'a pas apporté dans le contenu offensivement sur ce match. Donc je suis d'accord avec toi là-dessus. Au niveau du top Grona Forever, le top, là, les choix sont pas forcément évidents, même s'il y a quand même quelqu'un qui semble avoir, tu sais, la majorité des voix. Mais quel est ton top sur ce match? Hop, et Matarsar, jamais récompensé pour l'instant, donc en toute logique. Il met un but extraordinaire. Je trouve que pour un garçon de 18 ans, les choses qu'il montre, il se cache pas. Contrairement à certains, lui ne se cache pas. Au milieu de terrain, il joue toujours vers l'avant, donc il y a encore du déchet dans son jeu, mais il essaye tout le temps de jouer vers l'avant. Non, franchement, je le trouve. Il mérite d'être. Et puis son but est tellement magnifique hier que franchement, il y a pas débat. Hein. Ouais. Oui, effectivement. Alors moi, je vais dire aussi Papé Matarsar à peu près pour les mêmes raisons que toi. Contribution offensive. Il n'y a pas que le but, il y a aussi le contenu. Tu vois, par rapport à Leia Iseka, là, on a du réalisme et on a du contenu. À partir de là, il y a tous les ingrédients parfaits. Après, je veux pas non plus négliger d'autres performances. C'est vrai que Boulaya a quand même s'est créé beaucoup d'occasions. Alors, il les a pas des fois cadrées, ce qui est un peu embêtant. Hein. Monsieur Boulaya a fallu qu'il cadre un peu mieux sur ce match. Hein. Il a croqué un petit peu, Monsieur Boulaya. Il a quand même eu une activité forte, mais il a un peu croqué. Beaucoup d'activités, notamment dans le jeu de dribble, pour essayer de se sortir, notamment de situations compliquées. N'oublions pas aussi le match de Maïga qui a été, je trouve, un peu aussi, peut-être un peu sous-évalué par certains. Il fait quand même un match plutôt propre. Hein. Moi, j'ai relevé, il contribue à 5 tirs dans le match. Hein. Il est à l'origine de 5 tirs, enfin il ne les fait pas ces tirs, mais en tout cas il l'aide à mener ces tirs-là.
95% de passes réussies. Donc on est sur quand même quelqu'un qui a fait une performance plus que correcte pour Abim Maïga. Match de reprise quand même pour lui qui a quand même loupé 2 rencontres. Faut pas l'oublier, c'était un match de reprise pour lui. Et donc performance plutôt correcte, mais je vais rester comme toi, parler bien sûr de Pape Matar Sarr. Bien sûr un top entièrement mérité. Grenade Forever, nous avons fini d'aborder ce débrief dans les moindres détails. Bien sûr, ceux qui sont avec nous pour ce débrief, n'hésitez pas bien sûr à mettre dans les commentaires votre top et flop, à nous dire vos impressions de la rencontre, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour nous soutenir. Et tout ce que je peux vous dire, c'est normalement, si vous avez fait attention, il y a une petite boîte à questions qui est arrivée sur la chaîne jeudi matin et qui est donc disponible si vous voulez voir la boîte à questions numéro 2. Pour la suite, il y aura l'avant-match de la rencontre entre Saint-Etienne et le FC Metz qui va arriver le matin normalement de la rencontre comme d'habitude. Donc vous aurez tous les éléments de ce match à ce moment-là. Et puis voilà, on passera encore un petit moment à parler du FC Metz. Grenade Forever, merci beaucoup d'avoir participé à ce débrief. Écoute, merci à toi comme d'habitude. Merci bien sûr, un grand merci aussi à ceux qui nous écoutent. Merci à tout le monde qui nous soutenait. Beaucoup de remarques positives de votre part et tout ce que l'on peut vous dire c'est allez le FC Metz, allez à la prochaine.